YouTube, tout ça, tout ça. En duplex de tellement loin. Lucie, bonsoir. Est-ce que tu es là, Lucie? Est-ce que tu m'entends? Ah, alors attendez. Hop. Voilà. Bonsoir, Lucie. Bienvenue dans la capsule. Écoute. Bonsoir. Est-ce que... Bonsoir tout le monde. Alors, Lucie, du coup, tu parles peut-être un peu loin de ton micro. Si tu peux parler un peu fort pour que ton micro détecte. Sinon, je peux aussi régler de mon côté. Mais est-ce qu'on t'entend bien? C'est à vous de me le dire, ça. Voilà. J'essaie de parler plus fort. Est-ce que vous entendez? Est-ce que le son est bon, mesdames et messieurs? Tout le monde te dit bonsoir. Live depuis l'Amérique. Alors oui, tout à fait. On est en live depuis les États-Unis. Un peu faible, ça se règle. Hop, comme ça. Et essaye de. Comment vas-tu, Lucie? Comment ça va? Je vais très bien. Il fait très chaud ici aussi. Ouais. Mais ça, c'est habituel. Et qu'est-ce que je veux dire? Nickel, parfait, super. Est-ce que tu as aussi le chat du coup sur le côté pour pouvoir... J'ai le chat, je vois tous les commentaires. Voilà, tout le monde. Donc, c'est aussi un point que je voulais aborder avant de commencer à parler évidemment du parcours de Lucie. Je voulais vous rappeler un peu sur le chat ce soir, c'est comme à la maison, hein. Vous nous interrompez, vous posez des questions, moi comme Lucie allons voir vos questions et puis on va pouvoir y répondre. On va avoir un peu de temps aujourd'hui pour prendre des questions, donc ça va être super, Donc n'hésitez pas, vraiment, et surtout je pense que c'est un sujet qui va susciter pas mal d'interrogations parce que c'est peu connu en fait. Et c'est génial. Je suis très... Franchement, je le redis une fois, mais je suis ravi de te recevoir, Lucie. C'est un honneur, déjà. Et puis j'ai très hâte de parler avec toi de production de nourriture dans l'espace. C'est top. On va apprendre plein de choses et j'ai hâte. Merci de me recevoir. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager ça avec vous tous. Bah, c'est super. Écoute, je pense qu'on peut tout de suite... Est-ce que tu as affiché ton PowerPoint peut-être sur ton écran? Oui, je l'ai. Il est prêt. Hop. Et puis on va pouvoir directement partir dans la conférence. À vous Cognac G. Énorme, merci Germain. Alors attendez, j'affiche ton PowerPoint. Normalement c'est bon. Très bien. Oui, et donc ça commence par mon parcours. Exactement, si tu peux nous présenter un peu d'où tu viens et ce que tu as fait pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. Oui, alors donc j'ai commencé par une école d'ingénieur, les mines de Nancy, après 3 ans de classe préparatoire, maths, physique, sciences d'ingénieur. Et donc aux mines, je me suis concentrée sur la production et la transformation de l'énergie. J'ai fait seulement 2 ans aux mines et ensuite je suis partie en année de césure et ensuite en double diplôme à l'université Purdue aux États-Unis. Et ce double diplôme, c'était un master en génie aérospatial. Pendant mon année... Oui. Non, question du coup, c'était toujours très général comme formation. Alors les mines de Nancy général, oui. Purdue, c'était très aérospatial. C'était mécanique orbitale. Ah d'accord, ok. Et ensuite, donc avant Purdue, donc j'ai fait une année de césure et pendant cette année de césure, j'ai fait un stage de 6 mois à l'Agence spatiale européenne, au centre technologique, donc l'ESTEC aux Pays-Bas, où tu travailles. Exactement. Et c'était dans le cadre du projet MELISA. MELISA pour Micro-Ecological Life Support System Alternative. Alors on va peut-être la traduire celui-là. je te laisse le traduire hein, si tu veux bien. Oui, donc voilà, MELISA c'est en fait un écosystème artificiel en boucle fermée qui est basé sur des micro-organismes et des plantes. Et l'idée de MELISA, c'est que les micro-organismes dégradent les déchets biologiques de l'équipage. Ces produits de dégradation sont donnés à des plantes et des micro-algues qui vont à leur tour
régénérer l'oxygène, enfin l'atmosphère, en absorbant du CO2 et en produisant de l'oxygène. Et elles vont produire aussi de la nourriture et transpirer de l'eau. Et tout ça va servir à nourrir et faire respirer notre équipage d'astronautes. Donc ça, c'est le principe de Mélissa. C'est un système support vie biorégénératif. Petite question de Germain qui n'a pas de rapport avec Mélissa, mais plus sur toi. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'aérospatiale? Est-ce que tu avais un intérêt depuis longtemps dans ce domaine-là? On peut dire ça, oui. C'est vraiment ce dans quoi je voulais travailler depuis que j'étais petite. Donc voilà, aérospatiale. Super. Une vocation. Spatiale en général. Voilà, donc j'ai fait mon année de césure, je suis allée à Purdue, et après donc, ce master en génie aérospatial, j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur de recherche à DLR, le centre aérospatial allemand, à Brême. Et au cours de cette mission à Brême, qui a duré 2 ans, j'ai aussi eu l'occasion de participer à une mission analogue martienne, HI-SEAS. HI-SEAS, c'est l'acronyme pour Hawaii Space Exploration Analog Simulation. Et je vais expliquer rapidement ce que sont les missions analogues. Donc, c'est ce sont des simulations de missions spatiales, en l'occurrence missions martiennes, ici. Et donc, on a passé 4 mois, j'étais avec 5 autres personnes, on a passé 4 mois à être enfermés sur les flancs du volcan Mauna Loa à Hawaï, avec sortie uniquement en scaphandre, avec des communications avec 40 minutes de latence, de la nourriture utilisée, etc. Comme si vous y étiez, quoi. Comme si vous étiez sur Mars. C'est comme si on y était, ouais. Voilà, donc ça, c'était pas dans le cadre de mes activités à DLR, c'était quelque chose que j'ai fait au milieu. Okay. Mais voilà. Donc et à DLR, en fait, quelles étaient tes activités principales? Je travaillais sur un projet de l'Agence spatiale européenne pour une étude de faisabilité de serre spatiale sur la Lune. D'accord. Et c'était donc encore relié à ces aspects de production En ingénierie système, plutôt. D'accord. Robin nous demande si tu étais du coup dans la mission avec Cyprien. Non, Cyprien, il a fait la mission 4. Donc moi, j'étais dans la mission 2, il a fait la mission 4. D'accord. Moi, j'ai fait... ma mission a duré que 4 mois, la sienne a duré 12 mois. Entre les deux, il y a eu une mission de 8 mois. Mais ce groupe de 3 missions, donc de 4 mois, 8 mois et 12 mois, elles étaient basées sur les mêmes scénarios. Donc ils essayaient d'avoir des profils un petit peu similaires dans les équipages. Et le scénario en particulier, c'était de donner le plus d'autonomie possible à l'équipage dans le planning, dans les rôles que les membres d'équipage s'accordaient à eux-mêmes, à part le rôle de commandant. Parce que l'hypothèse de base, c'est si on a des missions longue durée sur Mars, les équipes sur Mars ne pourront pas dépendre d'un centre de contrôle sur Terre aussi souvent et régulièrement que ce qui est fait à l'heure actuelle avec la station. Il va falloir repenser les méthodes d'opération d'astronautes dans l'espace, quoi. Et voilà. Donc c'est passionnant comme sujet. On pourrait aussi faire une capsule entière sur ce sujet-là. Mais est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver des informations sur tes missions analogues, parce que je sais que tu as quand même fait pas mal de prises de parole en public à ce sujet-là. Ouais. Alors, il n'y a pas pour l'instant... j'ai un ancien blog où il y a quelques informations. Sinon, il y a des vidéos qui traînent ici et là sur ma chaîne YouTube où je rassemble ce genre de vidéos. Okay. Voilà. Sinon, je communique régulièrement là-dessus sur Twitter aussi. D'accord. Alors, il y a eu la vidéo de String Theory qui est sortie il n'y a pas longtemps, où tu en parles un petit peu. Et... Voilà. Oui, j'en parle là tout de suite ou... Non, comme tu veux, oui, si tu veux en parler maintenant. Ouais. Non, mais c'est bon. Donc oui, il y a cette vidéo de String Theory qui est disponible et qui
qui est disponible sur leur chaîne YouTube. Et ça parle, donc j'ai participé à 4 missions analogues en tout, et les images qui sont dans la vidéo de String Theory, en grande majorité, sont issues d'une mission que j'ai faite dans l'Utah, une mission de 2 semaines, où j'étais avec Florence Porcel, qui m'interviewe dans la vidéo. D'accord. D'accord, ok. Ah, je savais pas qu'elle était avec toi dans la... Ouais. Ok. Kotak qui nous demande si quelqu'un a un très gros problème pendant une simulation ou une mission analogue, genre crise cardiaque ou autre, est-ce qu'il y a un arrêt d'urgence? Est-ce qu'il y a des interventions? Oui. Oui. Donc ça reste une simulation et on est des cobayes. Hein. On est des cobayes humains pour des chercheurs. C'est ça notre rôle principal. Donc en tant que cobaye humain, on a tous les droits d'arrêter la simulation à n'importe quel moment, si on en a marre. On a aussi le droit d'arrêter la simulation si on pense qu'on est en danger, qu'on se sent en danger, ou s'il y a une urgence médicale, bien sûr. Donc on avait un numéro, on avait un téléphone d'urgence qui était là, en cas d'urgence médicale, et vraiment, on l'a jamais utilisé pour autre chose. Donc on est obligé de toute façon dans une simulation comme ça d'avoir un numéro d'urgence parce qu'on est tellement isolé que c'est pas, il y a rien ni personne qui pourrait nous entendre. Et en fait, quand on touche à la recherche avec des êtres humains, c'est très très compliqué d'avoir les accords. Et donc s'il y a quoi que ce soit qui se passe dans la mission et que tout n'est pas parfait, ça a des très grosses conséquences sur les PI, les Principal Investigators. En français, c'est je sais jamais comment on le traduit ce truc-là. Je sais les pas. directeurs de sciences, de ce genre d'expérience. Ouais. Voilà. Donc oui, on est obligé d'avoir ce genre de choses, sachant que, s'il y avait une évacuation d'urgence à faire à l'hôpital, elle se serait faite par hélicoptère, parce que on était à 2500 mètres d'altitude, au bout d'une route assez dure, assez difficilement praticable. Ok, c'est super intéressant. Il y a encore quelques... Robin nous dit, on pourrait peut-être le traduire par chef de projet scientifique. PI, c'est vrai. Ça peut marcher, ouais. Je te propose qu'on continue parce que malheureusement non. Le sujet de ce soir n'est pas les missions analogues, mais on va plutôt parler de ton sujet de recherche. Mais avant ça, on va continuer un peu le parcours. Donc rapidement, oui. Donc après ça, je suis rentrée, j'ai fini ma mission ADLR et puis ensuite j'ai entamé une thèse à l'Institut Pascal de Clermont-Ferrand qui était financée par le CNES et le CNRS. Et le sujet de ma thèse portait sur la modélisation de la croissance des végétaux dans des environnements de gravité réduite. D'accord. Donc, croissance des plantes. Étudier la croissance des plantes d'un point de vue modèle sur Mars, sur la Lune, en orbite terrestre. D'accord. Super intéressant. Je ne savais pas du tout qu'à Clermont-Ferrand, il y avait des instituts qui travaillaient sur ces thématiques. C'est un laboratoire de génie des procédés. Et la manière dont on a approché le sujet, c'était une approche génie des procédés et génie chimique. Et donc, à Clermont-Ferrand, dans ce laboratoire-là, on a énormément de compétences en modélisation dans ces domaines-là. Mais du coup, c'est pas forcément ta formation initiale, le génie des procédés, le génie chimique et tout ça? Alors, génie des procédés, c'est pas ma formation initiale, mais ce que j'ai fait aux mines de Nancy, donc formation généraliste, qui implique beaucoup de mécanique des fluides, thermique, thermodynamique, et choses comme ça, c'est ce que je retrouve dans le génie des procédés. D'accord. Ok. Super intéressant. C'est très, très interdisciplinaire, donc c'est à la croisée de plein de disciplines. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dur de définir, de le mettre dans une case, mais oui, c'était du génie des procédés et bien sûr après il y a tout l'aspect physiologie des plantes que j'ai dû apprendre à comprendre en lisant des publics principalement et en des collègues qui travaillaient sur les plantes. Et pendant cette thèse, du coup, donc tu as fait 3 ans à Clermont-Ferrand, ou est-ce que tu as aussi eu l'occasion de partir, bouger, faire 6 mois de stage quelque part pendant la thèse?
Alors j'ai beaucoup bougé pendant ma thèse, mais c'était pas forcément pour des stages. Non, j'ai pas fait de partenariat avec d'autres laboratoires. Par contre, j'ai fait une mission analogue au milieu. La dernière à laquelle j'ai participé, 2 semaines, c'était dans un habitat en Pologne. Voilà. Et donc ma thèse, je l'ai soutenue il y a 2 ans, bientôt, en juillet 2018. Donc, et je suis ensuite, je suis restée 4-5 mois pour un postdoc dans mon labo, et puis ensuite, je suis donc allée à la NASA en janvier 2019 au Centre spatial Kennedy. Donc là, j'ai mis les 2 petits patchs Veggie et APH parce que ce sont les 2 systèmes de croissance de plantes qu'on a sur la station à l'heure actuelle de la NASA. Il y a d'autres systèmes de croissance de plantes, mais les 2 de la NASA, c'est Veggie et APH. Voilà. D'accord. Ça, c'est les noms. Et alors, je pense que tu vas nous l'expliquer un peu plus en détail après, la différence entre les 2. Oui, je rentre un petit peu dans le détail après, mais je peux aussi, on va voir plus en détail Veggie. Veggie, c'est un système qui permet de faire pousser 6 plantes à la fois et qui est vraiment orienté sur la culture de plantes pour la consommation de l'équipage en petite quantité et des études de microbiennes sur ce qui se développe à la surface du système et sur les plantes en elles-mêmes, etc. APH, c'est un système qui est beaucoup plus contrôlé et qui est fermé. APH, c'est Advanced Plant Habitat, donc pour l'habitat de plantes avancées. Donc là, c'est un système où on ne voit pas les plantes. Elles sont à l'intérieur, vraiment à l'intérieur d'une boîte. Il y a une petite fenêtre qu'on peut ouvrir pour vérifier, mais c'est tout. Parce qu'on veut que la lumière soit entièrement contrôlée, que la ventilation à l'intérieur soit très contrôlée, le niveau en CO2, et ensuite voilà, l'humidité, la température. Et puis au niveau zone racinaire, donc les 2 sont séparés, on a la zone aérienne et la zone racinaire. Au niveau de la zone racinaire, on va aussi contrôler le niveau d'oxygène, le niveau d'humidité. Et vraiment, donc APH, il est utilisé pour de la biologie spatiale, pour étudier la réaction des plantes sur la station, en utilisant la station comme un laboratoire où on aurait trouvé l'aspect gravité. Alors, Veggie, c'est plutôt orienté production de nourriture en vue des futures missions spatiales. Okay. C'est vraiment 2 objectifs différents. Très bien, c'est très clair. Ouais. Il y a Isabelle qui nous demande, bienvenue Isabelle déjà, et puis qui nous demande s'il y a des systèmes de croissance de plantes dans l'espace côté russe. Oui, il y a l'ADA qui est sur la station depuis très très longtemps. D'accord. Mais je ne suis pas très au courant de toutes les activités qui se passent avec l'ADA, puisque les échos que j'ai dans le cadre de mon travail concernent plus le côté américain. Ouais, mais je me doute. L'ADA est aussi un système, et c'est un système où là pour le coup on voit les plantes qui poussent, parce que c'est un système qui est fermé, mais on voit quand même les plantes à l'intérieur. D'accord. Alors, Sudokill qui nous demande, les plantes s'accommodent-elles de l'absence de gravité, ou alors faut-il les mettre en centrifugeuse? Je pense que ça va être répondu un peu plus tard dans la présentation. On va revenir un peu plus en détail. Je reviens à tout ça un peu plus tard si la question peut attendre. Voilà, exactement. Restez, évidemment. Eh bien, écoute, c'est super intéressant, et c'est vrai que justement, on voyait sur le chat, ça fait un beau CV, c'est vrai. T'es allé dans 3 des plus grandes agences spatiales mondiales, c'est fou quand même. Hein. C'est bravo déjà. Très intéressant. Il y a avec différentes agences et dans différents pays avec différentes méthodes de travail. Et alors, si tu veux continuer pour parler un peu plus en détail de ton expérience actuelle, du coup. Allez, donc je continue donc sur Kennedy Space Center. Donc le centre spatial Kennedy, c'est un centre opérationnel, un centre où on assemble des fusées et on les fait décoller. C'est principalement ce pourquoi Kennedy Space Center est connu. Il y a une petite partie recherche, et c'est là-dessus que je travaille. Mais en présentation générale du centre, alors ce qu'il faut pour vous imaginer, le Kennedy Space Center, c'est à peu près 10 000 personnes qui travaillent sur site. C'est énorme. Ouais. Donc c'est énorme. Là, la photo que j'ai
sur l'écran, c'est le mythique VAB, Vehicle Assembly Building, donc le bâtiment où on assemble les fusées, où toutes les fusées, depuis le début de la NASA, ont été assemblées. Le drapeau que vous voyez là, parce qu'on ne se rend pas compte de la taille du bâtiment. Mais, donc le drapeau que vous voyez là, la partie bleue avec les étoiles, c'est, si je me souviens bien, l'équivalent en surface d'un terrain de basket. Okay. Et les rayures rouges et blanches sont aussi larges qu'une voie d'une route où un bus pourrait circuler. Ah ouais. Donc, si vous voulez vous donner une idée des dimensions, vous regardez en bas de l'image et vous regardez les voitures et surtout les portes à taille humaine du bâtiment. Si vous voyez des portes de notre taille, ça vous donnera une idée de à quel point ce bâtiment est énorme. Il est plus grand que l'Empire State Building, mais il ne paraît pas si grand que ça parce que déjà c'est le seul bâtiment comme ça aux alentours et il est très large. Attends, comment ça plus grand que l'Empire State Building et pas plus haut que l'Empire State Building? Si. Mais non. Si. Ah ouais? Mais genre l'Empire State Building, c'est un immeuble de... Ah bon? Parce que les fusées sont assemblées debout et voyagent debout jusqu'au pas de lancement. Donc il faut qu'elles puissent sortir par la porte. Et porte qui est énorme aussi. Enfin, qui sont énormes. Attends, mais voilà. L'Empire State Building, il fait 380 mètres de haut. Oui, et ça, c'est le plus grand bâtiment de un étage jamais construit. Donc quand tu es en bas, en fait, si tu as le vertige et que tu es en bas et que tu regardes en haut, tu peux avoir le vertige. Ah ouais. Et c'est ce qui est dit aux gens. Voilà. Oh la vache. Ouais, mais en fait, je t'avoue qu'on s'en rend pas bien compte sur la photo. 260 mètres de haut. Alors je me suis gourée sur l'Empire State Building, mais c'est les données qu'on nous donne dans le Visitor Complex. Alors j'ai peut-être... Ouais, c'est marrant. Parce que l'Empire State Building, moitié de l'Empire State Building. Enfin, il est très très grand. Ok. Eh ben écoute, franchement, c'est difficile de se l'appréhender sur la photo, je t'avoue. On sait pas si... Oui, non, mais on se rend pas compte. On se rend pas compte du tout, ouais. Mais alors du coup, tu as eu l'occasion de voir des lancements du coup depuis que tu es arrivé au Kennedy Space Center? Oui, quasiment tous depuis janvier 2019. Oh là, c'est ouf. Trop bien. Donc c'est vraiment très impressionnant. Voilà, donc le VAB, donc je disais que le centre est très grand. Le VAB, c'est pas du tout près de l'endroit où je travaille. Il faut 15 minutes en voiture pour y aller. D'accord. En étant déjà sur site. Donc ça vous donne une idée de l'étendue. Et ensuite, une fois qu'on est au VAB, il faut une bonne dizaine de minutes pour rejoindre les pas de lancement, 39 pas. Ouais, c'est très grand, c'est très étendu en surface. Je m'imagine ça un peu comme le centre spatial guyanais, un peu avec les pas de tir très éloignés des bâtiments. Alors, j'y suis jamais allée au centre spatial guyanais, mais oui, j'imagine que... De toute façon, on est obligé d'être très étendu vu qu'il y a des pas de tir. Bien sûr. Trop bien. Voilà, écoute, oui, vas-y, continue. J'ai envie de te dire, il n'y a pas de... C'est très clair, c'est une super photo. Voilà, donc moi, où je travaille, c'est le International Space Station Processing Facility Building. Donc c'est en gros le bâtiment où la station spatiale a été assemblée. Donc maintenant, tous les gros hangars qui étaient utilisés pour assembler la station ont des anciens modules de la station dedans dont ils ne savent pas trop quoi faire d'ailleurs, mais ça ne sert plus à ça sert à d'autres choses. On a d'autres véhicules qui viennent et d'autres capsules et autres qui sont assemblées. Il y a aussi énormément de laboratoires dans ce bâtiment parce qu'une fois que la station spatiale a été assemblée, elle a donc joué son rôle de laboratoire en orbite autour de la Terre. Et donc, dès qu'il y a des scientifiques qui viennent dès qu'il y a des scientifiques qui ont une expérience qui est acceptée et qui va voler sur la station, il faut qu'ils viennent l'assembler. Et donc, ils l'assemblent sur place dans nos laboratoires.
avant qu'elles soient installées dans le véhicule qui les emmènera, qui emmènera ces expériences sur la station. C'est pour répéter toutes les procédures et être sûr que les procédures sont validées avant de les envoyer en orbite? Même pas forcément pour... alors, nous, on a des laboratoires où on vérifie les procédures pour nos propres expériences, mais les laboratoires ici qui sont dédiés aux scientifiques qui viennent préparer leurs expériences, c'est pas pour répéter les procédures, c'est pour vraiment assembler leur expérience et vérifier que tout fonctionne bien avant d'envoyer, avant de l'installer sur la fusée. D'accord. Et est-ce que c'est ici aussi que, par exemple, j'imagine que quand une expérience est à bord de la station, il faut une expérience témoin sur Terre pour pouvoir comparer les données entre les deux? Et est-ce que c'est dans ce bâtiment-là aussi qu'on fait les expériences témoins? Oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça. Alors, on fait, nous, parfois des expériences témoins pour certaines personnes, certains scientifiques qui ne travaillent pas ici. La plupart des gens préfèrent faire leur expérience témoin dans leur propre laboratoire, comme ça ils sont sur place. Mais il arrive qu'il y ait un partenariat, etc. Et donc nous, on a des espaces de laboratoire disponibles pour ces personnes-là. Et donc, on a tout cet aspect-là de support en fait aux expériences qui vont sur la station, et on a tout l'aspect nos propres expériences, nos propres recherches, et donc on a des chambres de culture pour tester les plantes. D'accord. Et puis ça me fait du coup passer au point d'après si on peut. Ouais, bien sûr. Il y a juste Sei Adama qui nous dit que c'est le volume du centre spatial Kennedy, enfin du VAB, qui est 3,5 fois supérieur à celui de l'Empire State Building. Bon, je m'étais trompée sur la... Mais c'est impressionnant quand même, hein. La hauteur, ouais, c'est le volume. Et c'est quoi? C'est un gros cube? Quelle est la dimension qu'on voit pas sur la photo? C'est un rectangle, un parallépipède? C'est un gros cube, c'est la profondeur qu'on voyait pas sur la photo. Parce qu'il est tellement grand qu'on est obligé de se pencher, voilà, pour prendre la photo et de l'avoir en plein sur l'écran. C'est un énorme cube. D'accord. À l'intérieur, bien sûr, c'est pas vide, mais il y a deux parties. Il y a une partie où il y a une espèce de une espèce d'étage, et puis ensuite on arrive vraiment à l'intérieur du bâtiment qui n'a qui n'a pas d'étage, et c'est là où on peut, du sol au plafond, donc regarder. Vous disiez dans le chat tout à l'heure qu'il il fait 160 mètres de haut, bah voilà, regardez donc depuis le sol jusqu'à 160 mètres, et c'est là où ça donne le vertige. C'est fou, hein. Trop bien. J'aimerais bien aller visiter ça. Il y en a d'autres sur le chat qui aimeraient bien aussi. Alexandre qui nous dit que tout le monde dans le chat a été au Kennedy Space Center, a vu des fusées, des sondes spatiales en salle blanche. Et moi, j'ai été à la Cité de l'Espace, il nous dit. C'est la Cité de l'Espace, c'est génial. Ben oui, c'est vachement bien. Elle est super bien faite, oui. Non, mais c'est vrai que voir une vraie Ariane 5 en vrai, c'est quand même le niveau au-dessus, quoi, par exemple. Et donc, si on revient aux activités de mon labo, donc moi je suis dans la division recherche et technologie pour l'exploration. Et dans cette division, il y a le groupe production de plantes pour l'espace. Donc c'est Spacecraft Production, je pense que ça se traduit à peu près comme ça en français. Et donc nous, on a les différentes concentrations de mon groupe, ça va être d'une part la sélection d'espèces qui vont être assez robustes pour pousser dans l'espace, et qui vont aussi être satisfaisantes d'un point de vue gustatif, d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue texture. Et puis on va avoir aussi des tests sur tout ce qui est système d'arrosage en gravité réduite, même pour le coup en microgravité, parce que en gravité réduite sur la Lune ou sur Mars, on peut avoir des systèmes d'arrosage qui sont similaires à ce qu'on va avoir ici sur Terre. Donc, on a cet aspect-là. On a l'aspect de faire des tests sur les plantes dans différents environnements, au niveau de la lumière, au niveau de la température, du CO2. Toutes nos chambres de culture pratiquement sont à 3000 ppm de CO2. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, à l'extérieur, là, on est à 400 ppm de CO2 en concentration.
Nos chambres de culture, elles sont à 3000 ppm parce que c'est la concentration en CO2 sur la Station spatiale internationale. Ah ouais? Et voilà, okay. C'est très haut. Et donc, comme veggie, les plantes qui poussent dans veggie, elles ne sont pas en environnement contrôlé, eh bien, pour faire des tests, on les met à 23 degrés Celsius, 50% d'humidité et 3000 ppm de CO2. C'est les conditions de la Station spatiale internationale. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, donc voilà. Donc c'est une équipe. Pardon. Est-ce que tu peux du coup, parce que je trouve que la photo illustre bien, est-ce que tu peux du coup répondre à la question de, je crois que c'était Sudo justement sur le fait que, pour reprendre les bases de base, tu vois, les plantes en fait arrivent à pousser sans gravité. Oui, donc on y arrive. Donc voilà, là on a l'illustration parfaite, Peggy Whitson, avec les plantes qui ont poussé dans veggie. C'est des légumes verts type laitue, je ne sais plus exactement quelle espèce c'est, mais elles ont poussé et à première vue comme ça, à part on va dire l'arrière-plan qui fait penser à la station, l'ordinateur qui est tenu comme ça, les cheveux de Peggy Whitson qui sont un petit peu en l'air, on pourrait croire que la photo a été prise sur Terre, n'importe où sur Terre. Ouais. Les plantes n'ont pas l'air du tout différentes. Enfin, tout à fait, c'est vrai. C'est ce qu'on remarque. La différence sur la croissance des plantes, elle se situe surtout au niveau de l'environnement physique extérieur qui va avoir une influence sur la manière dont elles poussent. J'y reviendrai en détail sur tout ce qui est aspect convection, parce que c'est là-dessus, c'est ce dont je parle dans cette présentation après. Mais par exemple, au niveau racinaire, les racines sur Terre ont tendance à suivre la direction de la gravité. Ouais. Donc, elles vont vers le bas, et en général, on a une racine principale qui va vers le bas avec des petites racines sur les côtés. Dans l'espace, c'est pas le cas. Enfin, dans l'espace en microgravité, c'est pas le cas. Elles vont partir dans toutes les directions. Elles vont pas avoir de direction privilégiée. Donc ça n'a pas beaucoup d'influence sur leur croissance. C'est plus une observation. Les racines poussent différemment. Il n'y a pas de différence sur la pousse de la partie aérienne parce qu'elles vont suivre la lumière surtout dans ce cas-là. Et la lumière, on la met au-dessus. Donc elles vont aller dans la même direction. D'accord. Et par contre, si on mettait la lumière sur le côté, bien sûr, elle pousserait sur le côté. D'accord, c'est intéressant en fait. Ouais. C'est plus la lumière qui est le facteur plutôt que la gravité. Là, oui. Oui. Et en fait, c'est des facteurs qui jouent chacun un rôle et il y en a un qui prend le dessus de temps en temps. Voilà. Il y a Ben qui nous demande, est-ce que les temps de germination de pousse sont les mêmes que sur Terre? Pardon. Oui, à peu près. D'accord. À peu près. On a... à ma connaissance, il n'y a pas énormément de différence sur ces temps de germination. Si tous les éléments extérieurs sont bien favorables. Parce que ce qui peut se passer, c'est au moment où on va initier l'expérience, c'est-à-dire mettre de l'eau dedans, il peut y avoir si on s'est loupé quelque part, il peut y avoir de l'eau qui vient se concentrer autour de la graine. Et comme les forces de capillarité sont les forces dominantes sur la station, plus les forces de gravité, eh bien, l'eau par capillarité va entourer la graine et à ce moment-là, elle va moisir. D'accord. Et elle va empêcher la graine de respirer parce que... De respirer, de se développer. En fait, il va y avoir trop d'humidité. Donc, les graines ont besoin d'humidité pour pousser, mais s'il y a trop d'humidité et qu'elles ne peuvent pas respirer, là, effectivement, on a un problème. Il se passe la même chose sur les racines. Donc c'est pour ça qu'on a tout un pan de notre activité qui se concentre sur l'arrosage en microgravité, parce que l'arrosage des racines se fait donc, dans le cas de veggie, en injectant avec une seringue, j'ai une photo là-dessus un peu plus tard, de l'eau dans ces espèces de coussins dans lesquels poussent les plantes là. Ce qu'on voit, la structure noire en dessous là, c'est ça, c'est des espèces de petits coussins. Et dedans, il y a du gravier. Et ce gravier, ça permet de répartir l'eau de manière uniforme. Si l'eau se retrouvait par capillarité à rester autour de cette enceinte, les racines sécheraient. Elles n'auraient pas accès à l'eau.
Au contraire, si l'eau venait se coller aux racines, elle les étoufferait. Elle ne pourrait pas rester. Donc il faut un juste milieu Il faut des graviers d'une taille pas trop grosse, pas trop fine, pour qu'on ait une répartition de l'eau sur les racines qui soit suffisante et qui leur permette aussi de respirer. Et tout en gardant un fertilisant ou un sol qui leur permette d'accéder à des minéraux, il ne peut pas y avoir que des graviers, je suppose. Ah oui, non, mais quand je dis... Oui, pardon, je dis des graviers, donc ça c'était pour la partie eau, mais on a aussi du fertilisant qui est à l'intérieur. Des billes de fertilisant qui vont, au contact de l'eau, se dissoudre petit à petit, pas tout d'un coup, et donc relâcher des nutriments pour ces plantes au fur et à mesure. Alors c'est pas du tout de la terre, du coup? Non. Et alors pourquoi ça a une couleur un peu terre? On dirait de la terre. En fait, on la voit pas là. Là, ce qu'on voit, c'est une espèce de coussin noir dans laquelle il y a ces graviers. D'accord. C'est vraiment emballé parce que sinon, on aurait des graviers et de l'eau qui flotteraient partout dans la station. Oui, bien sûr. Une espèce de petite chose. Alors, est-ce qu'on voit ma souris ou pas? Oui, on voit ta souris. Tu peux même prendre le pointeur laser si tu veux. Alors, je vais essayer de retrouver le pointeur laser. Il ne me le montre pas, je sais pas, il y a un problème. Ah ouais, bon, c'est pas grave. Donc, je retourne. Donc là, cette espèce de chose blanche que vous voyez ici, c'est l'embout pour mettre le tube qui est relié à la seringue et qui va permettre l'arrosage. Et lui, il est relié directement du coup au gravier. Voilà. Il est relié directement à ce petit coussin qui est là, noir là. Ouais. Donc on voit la suite là du coussin, qui contient les graviers, le fertilisant et l'eau. D'accord. Et j'ai des photos qui me montrent un peu mieux ça juste après. Il y a pas mal de questions parce que c'est super intéressant. Alors, je vais prendre vos questions. Alors, question de Sudo. Quid des maladies? On les met en quarantaine pour être sûr de ne pas emporter de virus avec les semences? Sur les maladies, je peux aller directement à ce slide-là. Ouais, bah si tu veux. Qui répond, si on parle des maladies des plantes, j'imagine. Oui, bien sûr. Donc là, vous avez mes collègues qui sont en train, sur la gauche, de remplir la partie racinaire du Advanced Plant Habitat avec du gravier. Donc vous voyez, ça c'est du gravier qui est dans une espèce de caisson un peu plus compliquée que ce qu'on a sur Veggie. Et là, mes collègues à droite sont en train de mesurer précisément ce qu'il faut en... C'est de l'arsolite, hein. Donc je sais même pas, l'arsolite c'est en anglais. Je connais pas du tout. Donc je sais même pas s'il y a une traduction en français, je suis désolée. Mais typiquement c'est l'espèce de gravier qu'on retrouve sur les terrains de baseball. Donc là, il est en train de mesurer précisément ce dont on a besoin pour le mettre dans le petit coussin de veggie. Et tout ça se fait sous hotte. Vous voyez, là on est avec des gants qui sont désinfectés et on est sous hotte stérile une hotte à flux laminaire pour éviter toute contamination, et on stérilise les graines aussi avant leur envoi. Donc on a des méthodes de stérilisation des graines qui vont donc enlever les micro-organismes qu'on peut trouver à la surface sans tuer la graine. Ok, alors il y a... Ok, super, c'est top. On va voir s'il y a d'autres questions qui permettent d'aller peut-être sur une autre slide ou de revenir sur celle-ci après. Juste vous dire quelque chose sur celle-là, si vous voulez. On est une des seules équipes du centre, du Kennedy Space Center, à avoir un contact direct avec les astronautes. C'est ma collègue Nicole qui est en train de parler directement à Peggy Whitson pendant une récolte. En fait, donc il y a le centre de communication Marshall qui fait aussi la liaison entre nous et l'ISS, mais nous on a la possibilité, alors on a un collègue qui est formé pour ça, on a la possibilité de parler directement à l'astronaute et de lui dire attention, là tu n'as pas, par exemple, tu as oublié de mettre le nom sur les échantillons que tu récoltais, ou tu n'as pas coupé exactement de la bonne manière, est-ce que tu peux nous montrer un peu plus ce que tu fais là? D'accord. Voilà. Alors, j'ai plein de questions, mais il y a plein de questions. Alors, attends. Question, pendant qu'on est là-dessus.
parce que je vais l'oublier après. Pourquoi vous, particulièrement, vous avez le droit justement d'être en contact direct avec les astronautes et pourquoi est-ce que vos expériences ne sont pas adaptables à être passées par Marshall et ensuite vers la station? Parce que, alors on a des protocoles qui sont bien clairs, mais parfois, en fait, comme on travaille avec des êtres vivants, il y a énormément de choses qui se passent qui n'étaient pas prévues. D'accord. Et parfois, on a besoin d'avoir les spécialistes dans la salle. Donc là, on voit Nicole, mais en fait, c'est une salle qui est remplie de gens les jours où il y a la récolte. Et on a les spécialistes de ces manips qui sont là et qui regardent et qui vont dire non, là, ça va pas parce que si on fait comme ça, il va se passer ça. D'accord. Ou ça peut être, voilà, il y a eu trop d'eau qui a été mise dans l'expérience et donc il y a eu trop d'eau, les plantes ont commencé à moisir ou bien elles se développent pas très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou au contraire, on les a oubliés, voilà, les astronautes étaient trop occupés pendant une semaine, je sais pas, panne sur la station, c'est rien. Hein. Donc les plantes, c'est pas la priorité principale, donc le temps qu'ils avaient dédié à l'arrosage des plantes a été annulé. Et donc nous, on les retrouve par exemple une semaine plus tard et on a des plantes qui sont toutes flétries et il faut donner des conseils. Et dans ce cas-là, le mieux, c'est de le faire de vive voix. Comme ça, les experts voient les plantes et disent « Ah, effectivement, je pense que là, il faut que vous rajoutiez 30 millilitres dans celle-là, 50 dans celle-là, 15 dans celle-là. Ouais. » Punaise, c'est fort. Hein. Germain qui nous demande, est-ce qu'il y a déjà eu plusieurs générations de plantes observées? Alors, pas avec Veggie. Mais il y a eu des expériences de graine à graine sur du blé, il me semble. Dans l'ISS? Non, je crois que c'était sur Mir. D'accord. Et ce qui a été observé, si je ne dis pas de bêtises, c'est que les graines qui ont été formées étaient stériles. Parce que, et l'hypothèse avancée, c'est que le taux d'éthylène était trop important. Et donc, les graines n'ont pas pu bien se développer. Donc, l'éthylène, c'est un volatile organic compound, c'est un composé organique volatile, voilà, qui est relâché par les plantes. Typiquement, si vous achetez des bananes et que vous les enfermez dans un sac plastique, vos bananes vont mûrir très très vite. Si vous les mettez à côté d'autres fruits, toute votre corbeille de fruits va mûrir très vite. Pourquoi? Parce que vos bananes relâchent de l'éthylène. C'est un composé organique qui a cet effet-là sur les fruits, ça les fait mûrir plus vite. Sur les plantes, c'est une hormone qui a plusieurs rôles. Je ne suis pas physiologiste des plantes, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là, mais si la dose d'éthylène, la concentration en éthylène dans la station, ou l'environnement où on fait pousser les plantes est trop important, ça peut avoir un aspect inhibiteur sur la croissance. Et ça n'a jamais été retesté du coup dans des conditions contrôlées, maîtrisées, avec moins d'éthylène pour savoir vraiment si les plantes peuvent se reproduire dans l'espace? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. C'est très dur d'avoir des manips sur la station. Ouais. Et chaque... c'est dur en fait En général, on a une manip et on va au bout et puis ensuite il se passe par exemple 5 ans avant de pouvoir revoler. Ça arrive souvent ça. Ouais, le temps d'analyser les résultats et de se dire ah mais en fait peut-être qu'on pourrait faire de cette manière-là. Et enfin voilà, c'est dur d'avoir du suivi de manip, sauf si voilà, on est comme la NASA avec Veggie et que c'est notre propre système. Et donc là, on peut proposer des manips régulièrement et les adapter facilement au cours du... Mais alors, c'est quand même un pan, la reproduction des plantes dans l'espace, c'est quand même, si on veut produire de la nourriture, c'est quand même quelque chose de fondamental, non? C'est important, c'est sûr, parce que amener toutes les graines, ça revient, bon, ça revient pas à amener toute la nourriture dont on aurait besoin, mais ça serait une masse non négligeable. Et donc oui, il y a certainement d'autres études en cours là-dessus, mais pas à ma connaissance en ce moment. Après, je suis
je suis pas au courant de toutes les expériences qui se font sur ce domaine-là. Pas de souci. Y a Ben qui nous demande, alors lui il est néophyte en biologie, mais est-ce qu'un tel taux de CO2, donc qui fait référence aux 3000 ppm de concentration de CO2 dans l'ISS, est-ce que ça rend les plantes immangeables, ou est-ce que le CO2 apporte des... Comment dire? Est-ce que cette concentration de CO2 peut avoir un impact négatif sur les plantes? Non. Alors, le seul impact négatif que ça peut avoir, ce serait au niveau de la photosynthèse. En fait, donc les plantes sont contentes, entre guillemets, hein. On va faire un peu d'anthropocentrisme là. Non, mais les plantes ont besoin de dioxyde de carbone pour faire la photosynthèse, donc l'absorption de CO2 et le rejet d'oxygène et de vapeur d'eau. Donc, ce qui a été montré, en fait, c'est que, et ce que font énormément de gens qui font pousser des plantes à l'intérieur, c'est qu'ils enrichissent leur serre ou leur chambre de culture, ou leur tente de culture, avec du CO2. En général, on est à 1000-1500 ppm, et ça, c'est un taux de CO2 qui permet vraiment d'accélérer leur croissance. 3000 ppm, c'est plus. Certaines espèces n'aiment pas du tout et ne réagissent pas bien. Et dans ce cas-là, bon, on sait que c'est le taux de CO2 qui est trop élevé. Mais la plupart des espèces, ça leur pose aucun problème et elles ont une croissance qui est assez bonne. C'est pas proportionnel. C'est pas voilà, on met 1000 ppm et donc on a une croissance qui est meilleure et donc à 3000 ppm, elle sera 3 fois meilleure. Non, c'est pas proportionnel comme ça. Il y a un plateau, bien sûr. Par contre, il y a des expériences qui ont été faites avec des taux de CO2 de l'ordre de 10 000 ppm et là, on a des effets qui sont pas très sympas et qui vont inhiber la croissance. Ok. Très bien. Et alors, il y a Sydney qui nous demande, et c'est tout trouvé pour continuer la conférence et reprendre le cours. Sydney nous demande, est-ce qu'il y a de la ventilation autour de la plante? Parce que j'imagine que sinon, les gaz autour de la plante ne se renouvellent pas. C'est exactement ce dont je vais parler dans pas très longtemps. Est-ce que je vais juste finir de vous présenter rapidement, peut-être... Bah, tu peux revenir sur la slide où on voyait ton équipe qui mettait les grains, si tu avais d'autres choses à dire dessus. Voilà, donc là, je n'avais pas plus de choses, c'était juste pour parler de la stérilisation. Donc ça, c'était pour vous donner un ordre d'idée de comment ça se passe pour les plantes qu'on fait pousser et à quoi ça ressemble. En fait, on les fait pousser dans des chambres de culture avec de la lumière qui provient de LED. Sur la partie de gauche, vous pouvez apercevoir ma collègue Jess qui est en train de donner à boire, d'arroser les plantes. Alors, donc là, vous voyez la seringue... Oui, on voit la seringue dans sa main gauche, c'est ça? La souris s'est cachée. Voilà. Ici, vous avez la seringue qui est reliée par un tube ici, donc avec une attache, au coussin. Et vous voyez ces choses noires là, donc c'est les coussins. Il y en a 6. Et dans chaque coussin, on a une plante qui pousse. Et donc, nous, quand on prépare l'expérience avant qu'elle soit lancée, on met la graine ici. Et ensuite, les astronautes, pour initier l'expérience, ils vont faire ce que Jess est en train de faire, ajouter de l'eau avec la seringue comme ça, et ça va, donc l'eau va se répartir, et par capillarité, parce que ce qu'on voit pas très bien sur la photo là, c'est qu'il y a une espèce de petit tissu dans lequel la graine est placée, et donc par capillarité, l'eau va monter sur ce tissu, humidifier la graine, et la graine va pouvoir donc se développer en plante. Et donc là, vous voyez, on a, sur les 3 plantes qui sont là, les interfaces pour le tube qui permet l'arrosage des plantes. Les choses que vous avez autour, là, et on le voyait aussi sur la photo de Peggy Whitson au début, c'est comment dire, des espèces de cloisons en accordéon. D'accord. On va remonter. Donc là, on voit toute la plante. Je pense qu'on le verra bien sur la partie, sur une prochaine photo. C'est des choses qu'on remonte et qui permettent d'isoler les plantes de l'environnement de la station. Et comme ça, donc on n'a pas un environnement qui est contrôlé, mais au moins on a un environnement plutôt stable, surtout au point de vue de l'humidité.
pour les plantes. Sur la photo de droite, donc on a ma chef, Joya, qui est donc dans une chambre de culture où là, vous voyez, il y a des plantes qui sont assez grosses, donc c'était probablement le jour avant une récolte. On a des chambres de culture qui sont grandes et qui permettent de faire des tests à grande échelle, et donc là, pas dans un système type veggie, mais dans des pots classiques. On m'a demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a de la terre? Non, on n'a pas de terre sur la station, mais on en a dans nos labos pour faire les premiers tests. Et voilà, si on teste juste la lumière, on n'a pas besoin d'avoir un système racinaire qui soit exactement celui de veggie. Parce que c'est très contraignant de travailler avec un système comme ça, où on arrose à la seringue. Enfin, oui, bien sûr. Et donc sur la photo d'après, là, c'est moi qui suis en train de jouer à l'astronaute cette fois. Ouais. Parce que donc, ce qu'on fait aussi, c'est que donc, tu me parlais tout à l'heure des expériences qu'on fait au sol, qui sont les contrôles. Donc là, si on a une expérience contrôle, on va rejouer la séquence des événements que les astronautes ont fait dans l'espace. Donc là, typiquement, on va nous dire, bah voilà, à telle heure, l'astronaute a coupé cette plante, a commencé par celle-là, et ils ont mis à peu près 2 minutes par plante, donc vas-y. Et donc, on essaye de reproduire exactement cette séquence d'événements et de couper à peu près la même quantité si on ne coupe pas toute la plante. Et donc, voilà, ça c'est pour les expériences de contrôle. Mais on a aussi un volet qui va être validation de procédure. Donc là, si on a une nouvelle procédure, et ben, pareil, on va nous demander Moi, par exemple, au tout début où j'étais là, on m'a mis la procédure entre les mains, je l'avais vue forcément, et donc on testait pour voir si une nouvelle personne comprenait bien les protocoles qui lui étaient demandés. C'est vraiment le test de on te met le protocole de montage d'un meuble Ikea, on va voir si tu réussis à le faire. Et voilà, donc si c'est compréhensible par tout le monde. Voilà. Et donc ensuite, le reste de ma présentation, c'est plus sur le pourquoi on veut faire pousser des plantes dans l'espace. Je ne sais pas s'il y avait cette question-là qui est revenue. Et ensuite, sur ce que je fais moi exactement. Ok, alors avant ça, déjà on dit au revoir à YouTube pour la première partie. On reprend YouTube juste après pour la suite.